Je vous laisse. Bonjour à tous, donc je suis Pierre Beck, je suis économiste à l'OFCE, c'est une recherche en économie rattachée à Sciences Po, et on a demandé de vous parler donc, des aides au logement, de l'impact des mesures qui ont pu être prises ces derniers mois ou dernières années sur les aides au logement, et puis on terminera par une couverture sur le revenu universel, l'allocation sociale unique, peut-être et dans ce slide, il s'avère qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Et je vais changer après là-dessus. Je n'ai pas fait de focus spécifique sur les jeunes concernant l'aide au logement, parce qu'il faut savoir que d'un point de vue un peu statistique, c'est une population, les jeunes, qui sont difficiles à étudier. On a du mal notamment à mesurer le niveau de vie d'un jeune, du fait de ce qu'il est aidé ou pas par ses parents, etc. Et sur les APL, notamment, c'est un vrai sujet. Les jeunes, les moins de 25 ans, c'est 20% des allocataires APL. 6,5 millions d'allocataires APL. Les moins de 25 ans représentent 20%, donc un allocataire sur 5. Et il y a un vrai débat sur l'éligibilité des jeunes, alors plus spécifiquement des étudiants en réalité, aux aides personnelles au logement, puisque contrairement à certaines autres aides, le revenu pris en compte pour le calcul des APL et le revenu du jeune n'est pas le revenu de ses parents. Il faut expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'au moment de l'ouverture des APL aux jeunes, on l'a fait dans un esprit d'émancipation du jeune vis-à-vis de ses parents. Et donc on a dit, quel que soit le niveau de revenu de vos parents, vous avez le droit d'accéder à un logement indépendant et qu'on vous aide à accéder à un logement indépendant. Donc aujourd'hui, il y a des débats. Pourquoi pas, si on veut faire des économies budgétaires, pourquoi pas s'attaquer à l'APL étudiant? Pourquoi il faudrait donner de l'APL à un étudiant dont les parents auraient les moyens de payer le loyer ou participent déjà de facto à payer son loyer? Mais il faut bien se rappeler, je n'ai pas d'idée là-dessus, mais il faut bien rappeler pourquoi on avait fait ce système un peu universel ouvert aux jeunes sur les APL. Ce n'est pas le cas, c'était tout à l'heure sur la RSA. C'était dans un esprit d'émancipation, donc il faut accepter, si on revient sur le système des APL étudiants, il faut accepter de renoncer à l'esprit initial qui était l'émancipation. Tout ça pour dire, la parenthèse était très longue, tout ça pour dire que je n'ai pas fait de focus sur les jeunes, mais que tout ce qui, je vais essayer de raconter sur les aides au logement sont évidemment applicables aux jeunes aussi. Pour commencer donc sur les aides personnelles, j'ai fait le choix de présenter quelques contre-vérités qui circulent beaucoup, ont beaucoup circulé sur les aides personnelles au logement. C'est toujours intéressant d'évaluer leur véracité ou non. La première, ça a commencé très tôt, c'est des années qu'on nous répète ça, c'était relatif notamment à l'été 2017 au moment du changement de gouvernement, c'est on aurait multiplié les APL par 2 au cours des dernières années. Rapidement, vous avez un certain nombre d'informations, c'est que je vais appeler mes slides de contre-vérité, vous savez que tout ce que je vais raconter est en partie ou totalement faux. Sur les APL multipliés par 2, c'est faux, quelle que soit la façon dont on regarde. Si on les regarde en euros, qu'on appelle euros courants, c'est-à-dire qu'on ne corrige pas de l'inflation, on ne corrige pas de la dépense en logement, on ne corrige pas de l'évolution du premier intérieur brut, on ne corrige de rien, elles ont été multipliées par 1,5 depuis 2000. Dans l'espace de 17 ans, et c'est le chiffre de 2010. 1,5, pas 2. On pourrait dire, chipote, 1,5, on arrondit à 2. La vraie problématique, c'est est-ce que ça a un sens de regarder ça en euros courants sans corriger de rien du tout? Si on corrige ne serait-ce que l'évolution des prix, on voit que ça a pu être multiplié que par 1,2. Là, on s'éloigne quand même grandement des deux. Une des mesures intéressantes, on corrige l'évolution des prix, on peut aussi corriger l'évolution du PIB. On regarde la place des APL dans le PIB. Est-ce qu'aujourd'hui, on donne plus en APL qu'en 2000 comparé à l'évolution de la richesse nationale? La réponse est non. C'est-à-dire on consomme aujourd'hui, verse aujourd'hui autant d'APL rapportés au PIB que ce qu'on versait au début des années 2000. Et on voit d'ailleurs que la part
des APL dans le PIB. Donc, les APL, c'est la courbe bleue, est particulièrement stable depuis 17 ans. Il y a eu une augmentation très forte des prix immobiliers, une augmentation très forte des loyers, une augmentation très forte de la dépense en logement au sens large. Par contre, on donne toujours autant d'APL en point de PIB. Ce qui a légèrement augmenté, par contre, c'est les aides à la pierre, c'est les aides qu'on verse pour produire des logements. La deuxième contre-vérité, c'est que ce seraient des aides qui seraient mal ciblées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui percevraient des APL alors qu'en réalité, ils auraient très bien les moyens de se loger par leurs propres moyens et on ne devrait pas leur verser des APL. Quand on regarde juste les revenus d'exclusion aux APL, c'est à partir de quel niveau de salaire ou de revenu vous arrêtez de percevoir des APL, on s'aperçoit que pour une personne seule, c'est 1,1 SMIC. Si vous gagnez plus de 1,1 SMIC, vous percevez 0 d'APL. Si vous gagnez un SMIC, vous percevez, alors là, ça ne se voit pas, mais quelques dizaines d'euros d'APL. Pour un couple avec 3 enfants, on est à un tout petit peu en dessous de 2,4 SMIC. On peut considérer qu'un couple avec 3 enfants qui gagne 2,4 SMIC est un ménage aisé. On peut aussi considérer que c'est des aides qui sont quand même très bien ciblées sur les plus bas revenus. C'est ce que dit aussi ce graphique. Là, vous avez, alors c'est un peu compliqué, mais vous avez la concentration des aides, c'est-à-dire où vont les aides des différentes prestations sociales. Vous avez ici, alors, je sais pas si... ouais. Vous avez ici, donc la courbe du dessus, c'est les APL. Puis en dessous, vous allez avoir les minima sociaux, la prime d'activité, les prestations familiales qui sont ici. Ce que dit tout simplement ce graphique, c'est que 75% du montant total d'APL est versé aux 20%, 22% de ménages les plus pauvres. C'est-à-dire que c'est des aides qui sont extrêmement concentrées sur vraiment les ménages les plus modestes. On pourrait dire l'éligibilité ne fait pas tout. Ce que dit ce graphique, ça vient compléter le graphique d'avant. C'est-à-dire que uniquement les ménages modestes sont éligibles, mais en plus, c'est vraiment les ménages très modestes qui bénéficient en grande partie des aides personnelles. Le graphique dit un peu la même chose. Vous avez le nombre de bénéficiaires par décile de revenus, et vous voyez que la grande majorité des bénéficiaires, là vous retrouvez vos 75% à peu près de bénéficiaires en bas de la distribution. Pour continuer dans les contre-vérités, une qui circule beaucoup, c'est on dépenserait beaucoup plus que nos voisins pour les aides au logement et pour aider les ménages modestes à se loger. Alors, c'est une contre-vérité partielle parce que, en effet, quand vous regardez ce graphique, c'est donc la part en aide personnelle dépensée par l'ensemble des pays de l'OCDE et vous retrouvez la France ici. Vous trouvez le Royaume-Uni qui, pour le coup, dépense beaucoup plus que la France, mais vous pourrez dire, en effet, la France est quand même dans le peloton de tête des pays de l'OCDE qui dépensent le plus en aide personnelle au logement. Est-ce que ça a du sens de regarder combien un pays dépense en aide personnelle au logement sans prendre en compte la composition de son parc de logement? La réponse est non. C'est-à-dire que, évidemment, que les pays du Sud, qui ont 80% de propriétaires, ou les pays de l'Est, qui ont 90%, voire plus de 90% de propriétaires, vont dépenser moins en point de PIB que la France, qui a 45-40% de propriétaires. Il faudrait contrôler au moins de la part des locataires dans la population. C'est ce qu'essaye de faire le graphique suivant. Et on va regarder, contrôler de la part des locataires. Donc vous avez la part des locataires dans la population qui est ici, et puis vous avez la dépense en point de PIB en aide personnelle au logement qui est ici. On voit que ça fonctionne pas mal. C'est-à-dire que vous avez une jolie droite et qu'il y a une corrélation entre plus vous avez de locataires, plus vous dépensez en aide personnelle au logement. Alors certes, la France est légèrement au-dessus de cette droite, et donc par rapport à la part de ses locataires, a tendance à dépenser un peu plus que ses voisins. Bon, on va retrouver le Royaume-Uni qui est toujours là-haut, qui a une part de locataires comparable à la France, mais qui dépense beaucoup plus que nous en aide personnelle au logement. Alors là, vous ne devez pas le voir parce que je suis pas sûr que les couleurs s'affichent très bien. Mais une autre info dans ce graphique, c'est de contrôler non seulement de la part des locataires, mais de contrôler aussi l'existence de mécanismes d'encadrement des loyers sur le marché locatif privé. L'idée, elle est simple, c'est de dire, est-ce qu'on compare de la même façon des pays où on n'encadre pas du tout les loyers dans le parc privé ou des pays où on les encadre? Si vous encadrez les loyers, vous prenez l'exemple allemand, par exemple, vous avez des loyers qui ont évolué bien moins vite qu'en France, c'est la période récente, mais
Il y a des loyers qui ont évolué bien moins vite, donc il y a une dépense en logement qui a évolué bien moins fortement qu'en France, et donc ils dépensent moins en aide personnelle. Et en réalité, ce qui explique, si vous voulez les graphiques en couleur, vous verriez que ce qui explique en partie aussi la dépense en aide personnelle, c'est la mise en place ou non de systèmes d'encadrement des loyers dans le pays. Donc des dépenses mal ciblées, des dépenses bien plus importantes qu'ailleurs, pour des résultats qui seraient inefficaces. Je vais vous épargner le détail de tous ces tableaux. Je vous renvoie aux publications de l'OSCE qui traitent de ces sujets-là. Mais ce que montrent ces tableaux, à la fois en haut et en bas, c'est que les aides personnelles, c'est l'une des prestations sociales qui contribue le plus à la fois à lutter contre la pauvreté, c'est ce que dit ce premier tableau, c'est-à-dire que si vous regardez les ménages pauvres après redistribution, les allocations logement pèsent pour 120 € dans leur niveau de vie total, soit 15%, c'est autant que les minima sociaux. C'est-à-dire vous prenez les ménages pauvres, tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, vous regardez la part des allocations logement dans leur niveau de vie, hein, vous avez des allocations logement qui jouent en fait à peu près le même rôle que les minima sociaux. Ça contribue aussi à faire sortir un certain nombre de ménages de la pauvreté. Ça permet ici, vous voyez l'impact des aides au logement sur le taux de pauvreté. Donc elle réduit de 2,4% à peu près le taux de pauvreté. C'est plus pour le coup des minima sociaux, donc elles font sortir énormément de ménages de la pauvreté. Donc sur le caractère inefficace des résultats des allocations logement, c'est assez discutable. D'autant plus qu'il faut rappeler que l'objectif initial des allocations logement, c'est tout simplement de faire baisser le taux d'effort des ménages. Et que ce graphique montre bien qu'elles y parviennent, difficilement dans le parc privé, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on va revenir, mais en tout cas, elles y parviennent puisqu'elles permettent de diviser quasiment par 2 le taux d'effort des 10% les plus pauvres dans le parc privé, c'est la barre qui est ici, et elles divisent par plus que 3 le taux d'effort des 10% les plus pauvres qui vivent dans le logement social. On a des aides qui remplissent plutôt leur objectif, qui est de faire baisser passivement le taux d'effort des ménages. L'autre information intéressante ici, c'est que on voit que dans le parc social, c'est pas vrai dans le parc privé, mais dans le parc social, elle permet même d'inverser la tendance qui voudrait que les 10% les plus pauvres ont un taux d'effort qui est supérieur aux 10% qui leur sont un peu plus riches. Après perception, c'est vrai avant les aides au logement, après perception des aides, on a bien un taux d'effort moyen des 10% les plus pauvres qui est proche de 10%. Les 10% qui sont un peu plus riches qu'eux sont aux alentours de 12-13%, etc., etc. Donc on arrive à inverser cette logique. On n'y arrive pas dans le privé parce qu'on a mis en place un certain nombre de mesures, notamment de gel des loyers plafonds, qui font qu'aujourd'hui les aides ne dépendent plus vraiment du loyer que vous payez dans le parc privé et vous vous retrouvez dans une situation où 90% des locataires du parc privé ont en réalité un loyer qui est supérieur au loyer qui sert à calculer leur aide. Pour eux, chaque augmentation de loyer se traduit par une augmentation du taux d'effort et pas du tout par une augmentation des APL de recettes. Sur les APL explique l'augmentation des loyers, je vais passer vite parce que je suis déjà très en retard, n'est-ce pas? Oui. Non, pas du tout. Donc je me dépêche. Ça a été vrai au début des années 2000, notamment quand les jeunes d'ailleurs sont rentrés sur le marché du logement et des APL. Le fait est que depuis, c'est pas vrai. On a des loyers des allocataires APL qui ont augmenté 2 fois plus vite que le montant même des APL. Donc ça veut dire que même si les APL expliquaient l'augmentation des loyers, elles expliqueraient que la moitié de l'augmentation. On voit bien que le facteur explicatif de l'augmentation des loyers, c'est pas les APL. Et ça se traduit notamment par une augmentation des taux d'effort. Là, vous avez la part des aides à la personne ou des APL dans la dépense totale en logement. Et on voit que cette part, elle a fortement baissé jusqu'en 2007 avant de remonter légèrement. Là, ce que ça montre, c'est que les APL n'ont pas du tout suivi l'augmentation des loyers et vous avez donc des taux d'effort qui ont fortement augmenté. Sur les mesures récentes, rapidement, donc vous avez eu la baisse de 5 € pour tous à l'été 2017, qui a eu un impact sur les 6,5 millions d'allocataires, dont les 20% d'allocataires jeunes, évidemment, 60 € par an. Ça permet de dégager une économie budgétaire de 400 millions d'euros. Moi, je pose toujours la question de savoir si, compte tenu de ce qu'on a montré sur le profil des allocataires APL, est-ce qu'on aurait osé baisser de 5 € le RSA, par exemple, en arrivant,
première mesure que vous prenez quand vous êtes président de la République, c'est de baisser de 5 € le RSA. Je ne suis pas persuadé qu'on ait osé le faire. Or, on l'a fait sur les APL, alors même qu'on est sur des profils d'allocataires qui sont très comparables. Donc, il y a une vraie question quand même sur comment on considère les aides personnelles de logement en France. Je commence à répondre mal, mais c'est mon avis personnel. La deuxième grosse mesure, c'est la réduction de loyer de solidarité. Alors, je vous épargne un peu la complexité de la chose, mais l'idée, c'est on baisse les APL de 1,7 milliard et on demande aux bailleurs sociaux de baisser le loyer d'un montant similaire en disant bah, c'est génial parce que ça n'a pas d'impact sur le taux d'effort des ménages. Pour eux, c'est neutre. Le loyer baisse du même montant que les APL. Alors, c'est vrai, il y a un impact nul. Par contre, il y a un impact sur le financement futur de logements sociaux, évidemment, parce que vous coupez des marges de manœuvre budgétaires à un certain nombre de bailleurs sociaux. Et puis, ça a un impact surtout sur les loyers du parc social. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où, d'un côté, vous avez la loi Elan qui dénonce les loyers chers. Bon, vous décidez de baisser les loyers les moins chers du parc social. Qui dénonce l'écart de loyer entre parc privé et parc social en disant que c'est pas normal qu'il y ait cet écart de loyer. Et ça, c'est un frein à la mobilité résidentielle. C'est-à-dire les gens qui sont dans le parc social n'ont plus intérêt du tout à aller dans le parc privé parce que l'écart de loyer est considérable. En baissant les loyers dans le parc social, vous accentuez l'écart de loyer entre parc social et parc privé. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver dans une situation où de moins en moins de gens vont quitter le parc social pour aller dans le parc privé. De moins en moins de logements sociaux seront libérés. Comme parallèlement, les bailleurs sociaux auront moins de moyens, devraient normalement, en tout cas c'est la Caisse des dépôts qui le dit, produire moins de logements sociaux. Donc vous avez un parc de logements sociaux qui tourne moins de logements sociaux produits, donc moins de place dans le logement social, etc., 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 avec un impact sur l'accès au logement qui, dans les années qui viennent, peut être assez inquiétant. Dernier point donc sur le revenu universel d'activité. C'est ce que je disais tout à l'heure. On en sait peu aujourd'hui. On sait qu'il devrait être expérimenté dans les mois qui viennent. On a peu de réponses sur quels sont les objectifs de la mise en place de ce revenu universel d'activité. Est-ce que c'est de lutter contre le non-recours? Parce que c'est justement ce qui a été dénoncé précédemment sur améliorer l'accès aux droits, lutter contre le non-recours. C'est-à-dire que lutter contre le non-recours, c'est quelque chose qui coûte cher. Hein. Si tous les gens qui sont éligibles au RSA demandent le RSA, les APL, par exemple, dont on parlait, ont un taux de non-recours. C'est l'une des prestations sociales où il y a le moins de non-recours sur les aides personnelles au logement. Par contre, le RSA, on a un non-recours qui est élevé. Donc, si vous voulez donner le RSA à tous les gens qui sont éligibles, à toute activité pareille, ça coûte de l'argent. Quels moyens on met pour lutter contre le non-recours? Est-ce que c'est réduire le taux de pauvreté, c'est-à-dire la proportion de ménages qui vivent sous le seuil de 1 000 euros? Est-ce que c'est réduire l'intensité de la pauvreté, c'est-à-dire relever le niveau de vie moyen des gens qui vivent avec moins de 1 000 euros? Tout ça, c'est des objectifs différents et donc le revenu universel d'activité qui sera mis en place devra en partie dépendre de ces objectifs. Il y a un troisième objectif qui pourrait être, il y a de grandes chances que ce soit celui-là qui s'est poursuivi, l'augmentation de ce qu'on appelle l'incitation au retour à l'emploi. Pour parler simplement, inciter au retour à l'emploi, ça veut dire donner moins à ceux qui n'ont pas d'emploi pour les inciter à reprendre un emploi. Donc, il faut compliqué que ça. Et donc, créer une dissociation plus forte entre avoir un emploi et pas d'emploi. C'est en partie ce qui a été fait récemment sur la prime d'activité, par exemple, où on a donné beaucoup à ceux qui sont à temps plein et on a donné beaucoup moins à ceux qui sont par exemple à mi-temps en disant plus vous allez gagner, plus vous allez augmenter votre temps de travail, plus on va vous aider au travers de la prime d'activité. Donc il y a la question, je l'ai dit, de l'enveloppe budgétaire avec des coûts qui sont importants, ouverture ou non par exemple aux jeunes, ouvrir le RSA aux moins de 25 ans, c'est quelque chose qui coûte de l'argent aussi. Donc est-ce que le gouvernement va se donner les moyens financiers de ces objectifs-là? La question de savoir quelles sont les aides qui seront fusionnées, RSA, plus prime d'activité, plus APL, on peut le penser, mais comment on gère l'allocation adulte handicapé, comment on gère le minimum vieillesse, comment on gère tout un tas de choses. Si on fusionne les APL, comment on prend en compte la dépense en logement, la localisation de votre logement, comment, pour l'instant, c'est pas clair, en sachant que dans les simulations qui ont été faites sur le revenu universel d'activité, sur l'allocation sociale unique, les grands perdants des simulations, c'est les allocataires APL.
Et parmi les allocataires APL, on peut penser que c'est les jeunes, les étudiants, par exemple, ça représente entre 2 et 3 milliards d'euros sur un budget total d'APL de l'ordre de 16. Et on peut penser que si d'un côté, on rend une partie des jeunes par bénéfice au RSA, ça peut se traduire par, de l'autre côté, on leur reprend un petit peu d'APL. La dernière question, voilà, c'est si on prend en compte la dépense en logement, comment on traite les différents parcs privé, parc social. Est-ce que quelqu'un qui loge chez ses parents va être traité de la même façon que quelqu'un qui a son propre logement? Toutes ces questions-là, pour l'instant, elles sont en suspens, mais normalement, on devrait y voir un peu clair dans les mois qui viennent. J'ai fini. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention très enrichissante sur beaucoup d'éléments de cadrage qui nous apportent une vision un peu plus globale sur la question des lieux de logement. Pour avoir un point de vue un peu plus de terrain, je demandais à intervenir à deux plages qui, outre le travail de plage actuel, ont la particularité de travailler sur la gestion locative à destination des jeunes, donc ils sont confrontés particulièrement à cette question de la socialisation des jeunes au travers des aides au logement. Et donc, et je vous laisse intervenir sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais vous relater un peu ce que se pratique en plage de l'agglomération canaise. Donc, on mène la gestion locative de 130 logements en sous-location et bondissant à destination donc, de jeunes en voie d'insertion sociale et professionnelle, donc des jeunes âgés entre 18 et 30 ans. Ces logements donc, vont du studio des CAP. Une partie du parc est issue des bailleurs sociaux. L'autre moitié du parc est constituée de logements privés et privés conventionnés. Ce qu'on peut constater, parce qu'on est sur le même, donc on est sur un public de jeunes travailleurs, en contrat précaire, des jeunes en intérim, des jeunes bénéficiaires du RSA ou de l'allocation adulte handicapé, des jeunes ayant une indemnité de Pôle emploi, bref, tout un aide des jeunes dont on a parlé ce matin. Et ce que l'on constate depuis 2 ans, alors je vais parler sur l'ensemble du parc, mais c'est une baisse, je dirais, relativement importante du montant des APL sur l'ensemble du parc. Alors, qui n'est pas seulement lié à la diminution des apports décidés par le gouvernement, mais aussi par les difficultés que rencontre la CAF pour étudier les dossiers dans des délais relativement corrects. Donc, ce qui entraîne, je dirais, une diminution de la trésorerie de notre association. Si on regarde donc sur un parc de 135 logements, parce qu'on a dépassé le nombre de logements, on est sur si on compare le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, on est chaque année sur une diminution d'environ 4 500 € par trimestre. Cette diminution du coût de l'APL vient renforcer le risque locatif que l'association prend, parce qu'effectivement, si on augmente le taux d'effort des sous-locataires et que les loyers restent un peu deviennent plus difficiles à payer, c'est l'association qui prend le risque. Néanmoins, je voudrais souligner l'intervention du département dans le Calvados, qui soutient notre structure depuis 2011 à travers une subvention liée au risque locatif. Le TAGE, en fait, a démarré sa gestion locative en 1993 et s'est vu reconnaître ce risque locatif à partir de 2011 et à partir
de cette date, donc le département a décidé de financer le risque locatif à hauteur de 350 € par an et par logement. Ce n'est pas encore ce que ça coûte au réel, mais ça permet d'assainir les comptes de l'association depuis cette date et d'améliorer les comptes de l'association depuis. Donc, pour continuer un peu sur la dynamique de la discussion que nous avons ce matin sur le problème de sécurisation et pour faire le lien avec ce que disait Magali, effectivement, il y a un vrai problème de sécurisation pour les classes qui font de la gestion locative, puisque, on le disait ce matin, on a bien pris une couverture ni par le Locapass, bientôt le Locapass et par Vidal, et que par ailleurs, certains départements, notamment dans le cadre du FSL, peuvent venir garantir, mais sur des dispositifs très spécifiques. Donc, nous, on a une gamme encore plus importante que le plage de camp. Néanmoins, nous avons une palette de logements avec des sous-locations, d'agressants, intermédiation locative. Et pour essayer à la fois de répondre aux situations financières et d'insertion professionnelle des jeunes, à la fois pour répondre aux problèmes de mobilité, mais en même temps pour essayer de tenir compte des risques locatifs subis par l'association, nous développons depuis 2 ans maintenant des solutions un petit peu innovantes aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ça d'ailleurs au départ, en logement partagé, meublés, ce sont des logements que nous avons développés au départ pour faciliter les mobilités professionnelles et formatives sur un territoire non couvert par d'autres types de solutions de type LJP, par exemple, sur un territoire plutôt rural, qui était dans le cadre d'une dynamique souhaitée par l'État sur le développement de l'habitation économique du territoire du littoral séminarin. Et on s'est rendu compte que, à la fois, ces solutions, puisqu'il y avait des coûts qui étaient mutualisés, puisque ce sont des logements qui sont équipés, meublés, de charges comprises, avec des mensualités qui démarrent à 225 € par personne, donc un coût mutualisé en termes de charges locatives, qui répond tout à fait aux situations de jeunes qui arrivent sur des en termes de mobilité, parce qu'il y a un double logement, parce qu'ils viennent en tant qu'étudiants pour un stage de formation spécifique, ou parce qu'ils sont en situation de démarrage d'une activité professionnelle, parce qu'ils sont en situation de stage dans le cadre de leur pleine activation. Je crois que c'est comme ça que les appelons quand ils sont dans le cadre du dispositif garantie jeune. On arrive effectivement à répondre à un besoin de stabilisation, de stabilité en matière d'hébergement, pour permettre une insertion professionnelle, pour permettre éventuellement le maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, on est sur des situations de personnes qui sortent avec des CDI parce qu'on a pu répondre à ce besoin d'hébergement en ayant encadré le risque pour l'association, ce qui n'était pas évident au départ. Fort de cette expérience, alors bien évidemment, c'est une expérimentation qui est cofinancée, notamment cofinancée par la Fondation de France et par l'agglomération et la directe, et un peu la caisse d'allocation familiale, qui ne serait pas allé sans ce soutien financier en termes de gestion, au-delà de la gestion locative liée à la propre marque de l'association. Et l'interface avec les réponses existantes sur le territoire, et essayer de faire bouger les lignes de chacun, des bailleurs sociaux développés par la colocation, des bailleurs privés, gîtes touristiques, ont mis à disposition des gîtes avec un montant de loyer complètement adapté aux capacités financières des gens qui sont mobilisés. Enfin, on essaie de jouer sur tous ces créneaux-là, à la fois pour l'association et pour le public, tout en sécurisant bien évidemment l'accès des groupes de bailleurs. Voilà. Fort de cette expérience, on a aussi été adapté par la mission locale sur les jeunes dans le cadre du dispositif garantie jeunes, pour lesquels ils avaient l'obligation de travailler sur l'accès à l'autonomie. Qui dit accès à l'autonomie, qui accès à l'autonomie résidentielle. Et nous n'étions pas du tout en accord. Ce n'est pas parce qu'on a 480 € d'allocation dans le cadre du dispositif que se permettre d'accéder à un logement à 17 ou à 18 ans, 19 ans et de pouvoir s'y maintenir dans de bonnes conditions si l'insertion professionnelle n'est pas une courbe ascendante rapide. Donc, on a quand même développé en expérimentation, alors soutenue par le département et par la politique de la ville, par le CEGET, développer des solutions, pareil, un logement partagé, donc de petite capacité, avec une possibilité d'arrêter, puisque l'État nous a suivi également sur ce dispositif-là, des logements tout compris, qui permet à un jeune, dans le cadre d'une
insertion professionnelle avérée, enfin dynamique, avérée, ce qui n'est pas trop difficulté, parce qu'on a d'autres dispositifs pour ceux qui cumulent des difficultés, de pouvoir avoir un montant de redevance tout comprise à 145 € par mois, qui participe à une stabilité. Et là, on démarre depuis 2018. On a 4 jeunes accueillis actuellement. 2 jeunes sont déjà dans une dynamique de consolider une formation et l'une d'accéder à l'emploi, et 2 autres jeunes arrivent simplement, donc sont dans une dynamique d'intégration du dispositif garantie jeunes. Donc on est vraiment aux prémices, et on est sur des situations de jeunes qui effectivement cohabitent et sont solvabilisés par ce type de dispositif. Dernier élément, juste pour terminer, on est également beaucoup sollicité par l'aide sociale à l'enfance pour l'accueil notamment de la sortie des jeunes MNA, mais pas que, aussi public traditionnel de l'ASE. Donc, dans le cadre d'un appel à projet via l'USH, nous avons répondu avec un bailleur social pour expérimenter à la fois l'accès au parc social ordinaire, ce que nous faisons déjà depuis quelques années, financé par ce même appel à projet par le bailleur social sur ses fonds propres. Mais là, avec l'intervention en direct, quand ils sont encore pris en charge, et avec des espaces de logement partagé que nous allons mettre à disposition. Donc on va expérimenter ça à partir de septembre pour leur permettre à la fois de représentation, mais aussi d'avoir une solution de sortie positive, je ne sais pas, mais en tout cas pour éviter les ruptures dans leur parcours, puisqu'à 18 ans et 4 mois, ils sont sortants de l'aide sociale à l'enfance, quelle que soit la situation qu'ils ont trouvée. Donc pour éviter ces ruptures avec une situation financière de redevance à payer qui va correspondre aussi à la capacité, puisqu'on est souvent sur des jeunes qui peuvent être en violence. Merci beaucoup. Je suis désolé de devoir vous laisser un petit peu. Effectivement, on a sur le devoir avec tous les intervenants. On va devoir être rapide sur les questions. Est-ce qu'il y a des questions pour les intervenants? On va prendre des questions d'un coup et on va laisser un peu de réponse. Oui, j'aurais eu 2 questions sur la question du conseil départemental. Quel service vous sollicitez? Et pour deux, la question justement des logements partagés, donc la colocation en eux-mêmes. Nous, on veut développer la question des provisions pour pas payer dans le sens où effectivement on réduit les coûts, mais sur la question des vacances. Donc, on a les équipements différents, comment vous les financez? Est-ce que c'est dans le cadre de la projet ou... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, je vais quel regard vous portez à la de l'occasion sur la réforme de la contemporaine des APL qui a été proposée sur le secteur et comment la mise en place est poussée à la fin. Donc, pour la question du département sur les solutions, concernant la provision, alors effectivement, dans la mesure où nous sommes soutenus pour ces 3 dispositifs par des subventions, nous avons intégré un coût de gestion locative et un coût de vacances dans le cadre de ces dispositifs. Ce que nous avons comme expérience sur la plateforme hébergement transitoire, c'est que globalement, nous sommes à 95% de taux d'occupation. Donc, on a très peu de vacances parce que ça répond à un vrai besoin sur le territoire. Sur la question de l'APL, alors je ne suis pas une spécialiste de l'APL. Par contre, ce qui est évident pour nous, c'est que la question de l'accès au droit, la question de la mise à jour de ces droits, la question de la fluctuation des ressources des jeunes, je pense que ce nouveau dispositif va encore complexifier à la fois l'accès au logement, mais surtout les capacités des jeunes à se maintenir dans un logement avec une capacité financière à vivre. Parce qu'il y a le logement, mais il y a tout le reste. Et je pense que ça va mettre effectivement les jeunes très en difficulté. Et par rapport, par conséquence, si nous continuons à développer la gestion locative, nous y réfléchirons à 2 fois pour pouvoir prendre des jeunes en logement avec des situations d'insertion professionnelle. Alors, en effet, c'est un point que je n'avais pas mentionné, qui est pourtant une mesure en cours.
pour parce que j'arrive pas à le dire. Mais donc en effet, ça a été repoussé. Alors les jeunes, pour le coup, devraient être les principaux perdants à la mise en place de la réforme, puisque l'idée, c'est aujourd'hui, on prend les revenus en N-2, demain, on prendra les revenus en temps réel. Ce qui change le plus de situation en 2 ans, alors il y a évidemment les chômeurs qui retrouvent un emploi, mais il y a aussi surtout les jeunes qui rentrent au marché du travail. Jusqu'à maintenant, ils avaient cette hâte-là, on va dire, où pendant 2 ans, ils voyaient leur charge en logement baisser, puisqu'ils avaient un revenu qui arrivait, et les appels qui se maintenaient s'ils ne déclaraient pas leur changement de situation. Il faut savoir qu'il y avait déjà un certain nombre de gens qui déclaraient avant la convention, qui déclaraient un changement de situation. Parce que la CAF demande des fois une mise à jour de la situation et qu'à l'inverse, le gouvernement dit mais vous ne vous rendez pas compte, ça va résoudre un certain nombre de problèmes parce qu'il y a des gens dont les appels étaient calculés sur leur revenu en N-2 quand ils travaillaient et aujourd'hui ils sont au chômage. C'est pareil. À ce moment-là, on va voir la CAF qui fait un changement de situation. Donc la réforme de la comportement, je vais arrêter de le dire, mais vous avez compris, elle devrait générer uniquement que des perdants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des économies budgétaires importantes qui sont attendues de la réforme. Ça pose tout un tas de problèmes. Ça pose le problème de la précarité sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans des contrats hyper courts, de quelques semaines, voire de quelques mois, quand vous avez de la chance, votre appel, si elle s'ajuste en temps réel, le loyer que vous payez ne va pas s'ajuster en temps réel. Donc ça veut dire que si on vous demande, comme certaines aides sociales, de faire une déclaration trimestrielle de ressources, alors on me dit avec le prélèvement à la source, ça va passer crème. Mais si on vous demande de faire une déclaration trimestrielle, à part que vous calculiez, ah ben là, donc j'ai pas travaillé le trimestre d'avant, je vais travailler celui-là, mais il faut que je mette de l'argent de côté parce que là, le prochain trimestre, si je ne retravaille pas, on va me sucrer mes APL parce que vous voyez que c'est un truc, c'est pour ça que la CAF n'arrive pas à le mettre en place et que ça a été reporté de 6 mois. Rendre contemporain un certain nombre de revenus, ça s'inscrit aussi dans le cadre du revenu universel d'activité. C'est-à-dire à partir du moment où toutes les prestations sociales, toutes les aides sociales sont calculées sur le même revenu, on pourra mettre en place le revenu universel d'activité ou l'allocation sociale unique. Donc c'est un pas de plus. Juste rappeler que si on se scandalise du fait que les APL, pour leur calcul, c'est le revenu N-2 qui prend en compte, peut-être s'attaquer au fait que pour les prestations familiales, le revenu qui prend en compte, c'est le revenu en N-2 aussi. Donc, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on nous dit, il n'y a pas que les APL dans lesquels on prend les revenus en N-2, il y a aussi les prestations familiales. Or, on ne défend pas le mode de calcul des prestations familiales. Donc, si on veut être un peu moins cohérent, soit on met tout à plat, soit on change. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention. Et bien, nous allons enchaîner parce que nous sommes un petit peu pressés par